Si j'aime faire des débats publics, oui, ça dépend avec qui, j'imagine. J'ai lu beaucoup plus de livres de gens qui ne pensaient pas comme moi que l'inverse dans ma vie. Et c'est pour ça aussi que je suis toujours partant pour ce genre de débat. Et la première fois que j'ai rencontré Guillaume Rousseau, je pense qu'il avait fait une recension. La recension disait que mon livre n'était pas très bon, donc je ne suis pas très surpris. Mais c'est dans ce contexte-là que j'ai échangé avec Rousseau pour la première fois. C'est quelqu'un qui joue très dur, très dur en fait, mais c'est quelqu'un qui entend à rigoler. Rousseau, c'est pas le même gars devant les caméras que derrière. Et c'est quelqu'un qui a des idées bien souvent diamétralement opposées aux miennes et à celles de Stéphane Beaulac, donc ça fait des débats qui brassent, comme on peut dire. Je ne me considère pas comme un gentil nounours. Je pense qu'on débat les deux de manière assez solide, je pense, sans nous lancer des fleurs. Je pense qu'on va s'obstiner longtemps, à moins que je change moi-même de côté, ce qui, en tout cas, je ne crois pas que ce sera le cas. Rousseau, j'ai pas eu la chance de le lire encore. Tout ce que je lis de lui, c'est des recensions qu'il fait sur ce que moi j'écris. Alors, idéalement, un jour, ce sera à moi de lire ses trucs et comme ça, je pourrai l'écœurer en bonne et due forme et il pourra rager à son tour, j'imagine. Je vous sers, messieurs. Qui a la plus grosse soif prendra la plus grosse tasse. La souveraineté du Québec est-elle légale? Frédéric Bérard, Stéphane Beaulac, vous répondez à cette question dans un livre et vos collègues juste en face seront ici pour commenter votre livre. Je nommerai d'abord Danick Parenteau, professeur au Collège militaire de Saint-Jean, auteur du livre « L'indépendance par la République » aux éditions Fidesz. Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Et je citerai un des livres dans lequel vous avez écrit « Indépendance, les conditions du renouveau » aux éditions VLB. Et donc, je commence tout de suite avec vous. Quelques questions, Frédéric Bérard, Stéphane Beaulac. Plusieurs personnes pourraient penser que vous avez écrit un livre qui aurait pour but de discréditer l'indépendance du Québec sur un autre territoire. Votre livre est-il le livre de deux fédéralistes qui veulent en finir une fois pour toutes avec l'indépendance du Québec? Non, absolument pas. Je ne parlerai pas pour Stéphane, mais je ne me considère pas, à titre personnel, fédéraliste, à moins de l'être par défaut, peut-être. Deuxièmement, il y a cette manie-là au Québec qui commence vraiment à être pesante, là, qui est celle de discréditer l'adversaire initialement, parce qu'on le considère comme un adversaire pour des raisons X, en le traitant de multiculturaliste, fédéraliste, habituellement, ça va ensemble. Ce livre-là, si vous le lisez attentivement, ne vous dit pas « prenez position pour le non », ne vous dit pas « vive le Canada », il n'y a rien là-dessus. C'est un argumentaire basé sur une analyse que je pense objective et sérieuse de la Cour suprême. Et cette espèce de sous-entendu-là, que ce sont des fédéralistes, hein, on le sait bien, fait que ça ne peut pas être sérieux. Si on servait l'exemple en sens inverse, là, on dirait, vous savez, eux autres, qui ont écrit ça, mais la plupart là-dedans se sont déjà présentés pour le PQ ou ils sont dans les officines du Parti québécois, puis on fait ci, puis on fait ça. C'est une manière très cheap, pour pas dire minable, de discréditer l'adversaire. Moi, je veux bien faire le débat d'un point de vue rationnel sur les faits qui sont soulevés dans le bouquin, comme ce soit sur ce bouquin-là ou sur d'autres, mais de discréditer d'entrée de jeu, franchement, je trouve ça un peu minable. Ouais. Parce qu'à la base, c'est ça, Frédéric l'a déjà souligné, mais notre livre est essentiellement basé sur une approche juridique. On est deux juristes, constitutionnalistes. On centre notre analyse autour de la décision de 1998, avec évidemment 4 cas d'études internationaux pour alimenter l'argumentaire, mais qui est centré sur la question, les volets, les ramifications juridiques du processus référendaire. Alors, de savoir si c'est des gens qui, lorsque vient le temps de décider, participer à trancher des questions politiques, ont plutôt tendance à être du côté fédéraliste ou indépendantiste, c'est non seulement
peut-être minable, simpliste, manichéen, mais c'est hors propos, même j'ajouterais, parce que notre livre est essentiellement une analyse juridique de ce cadre entourant des processus référendaires. Et donc, votre livre traite essentiellement du renvoi de la Cour suprême de 1998 sur l'indépendance du Québec. Qu'est-ce que ce renvoi vient changer dans la démarche indépendantiste? Moi, je pense que le renvoi vient tout changer, en fait. On a un référendum en 80, les règles n'étaient pas très claires. C'était un référendum relativement à un mandat de négocier. En 95, Parizeau l'avait dit, puis le sous-entendu était là de toute manière, c'est une déclaration unilatérale d'indépendance si les négociations échouaient par la suite. Ce que vient dire la Cour suprême en 98, à mon avis, c'est la chose suivante. La chose la plus importante, qui est la suivante, c'est que le droit et la démocratie vont ensemble. Vous ne pouvez pas dissocier la démocratie de l'État de droit. Il ne faut pas non plus vous réfugier derrière le droit pour réprimer une volonté démocratique. En d'autres termes, le Québec peut, selon certaines conditions, faire l'indépendance, ultimement, du fait d'une volonté démocratique claire à cet effet-là. Le fédéral et les autres provinces ne pourront pas se réfugier derrière le constitutionnalisme canadien, mais à l'inverse, Québec ne peut pas, en invoquant simplement la démocratie, procéder à une déclaration unilatérale d'indépendance. Donc, on essaie d'aller chercher les principes constitutionnels sous-jacents pour en arriver, si on peut dire, à une solution qui est mitoyenne, où on fusionne droit, démocratie. Il y a d'autres principes aussi, comme la protection des minorités et le fédéralisme. Mais essentiellement, on essaie d'aller chercher cette espèce de juste équilibre, un peu comme on l'a fait en Écosse assez récemment. Et de ce fait-là, je pense qu'on peut penser que oui, la Cour suprême a rendu une décision qui est porteuse là, d'un point de vue sécessionniste. Et Stéphane Beaulac, les peuples ont un droit à l'autodétermination. Voilà. Est-ce que ce droit signifie qu'il y a un droit à l'indépendance des peuples? Oui et non, parce que quand on fait référence au droit reconnu à l'international, à l'autodétermination, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est une autre façon d'exprimer la même idée, bien, il y a plus d'une ramification. Il y a celle à la base qui, et ça, en passant, la Cour suprême du Canada a repris, a articulé, s'est inspiré du droit international et à l'inverse, depuis 1998, les propos de la Cour suprême du Canada ont eu un impact à l'international pour alimenter essentiellement les réflexions autour de cette question, et j'y reviens, du droit à l'autodétermination des peuples qui a une dimension interne et externe. Dans sa dimension interne, ça signifie essentiellement que tout peuple a un droit à participer à la gouvernance à l'intérieur d'un État. Mais ce droit reconnu à l'international, il y a aussi un principe qui est fondamental et qui s'appelle le principe de l'intégrité territoriale des États. Alors, quand on concilie ces deux idées, l'autodétermination et le principe de l'intégrité territoriale, on en arrive à la dimension externe, qui signifie essentiellement que, dans certaines circonstances exceptionnelles, l'autodétermination peut mener à un droit de sécession. Alors, pour revenir à votre question, Monsieur Lamy, c'est pas tant le droit à l'autodétermination qui mène à l'indépendance, c'est le droit à l'autodétermination dans sa dimension externe qui se traduit par un droit de sécession qui mène à l'indépendance. Pour la plupart des intellectuels souverainistes, un dernier référendum pourrait mener à l'indépendance du Québec, même à la suite d'une déclaration unilatérale. Et quand on lit votre livre, on comprend, en fait, selon votre point de vue, votre analyse de juriste tous les deux, que une déclaration unilatérale d'indépendance a très peu de chances d'être effective. Oui, bien en fait, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs nuances dans ce renvoi-là. Ce que dit la Cour, essentiellement, elle ne fait pas de hiérarchisation entre le droit international et le droit interne canadien. Ce qu'elle dit, par contre, c'est que la question de la souveraineté du Québec pourrait se régler dans le cadre de la règle de droit interne canadienne. Donc, la nuance est importante. Elle dit, ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'il y aura une obligation de négocier de part et d'autre, que cette obligation-là est une obligation constitutionnelle qui doit être respectée par les deux parties, c'est-à-dire, par exemple, fédéral, les autres provinces, et d'un côté, et Québec de l'autre. Ceci dit, si on me dit, ben non, on va quand même faire une déclaration unilatérale d'indépendance, ça voudra dire, de ce fait-là, qu'on viole l'obligation de négocier, qui est une obligation constitutionnelle, dans un premier temps, et de ce fait-là, ça veut dire qu'on tente de se réfugier à l'intérieur du droit international. Et ça va être très difficile du fait de ce qui était soulevé par Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire que
pas certain que les 3 conditions du droit à l'autodétermination externe sont remplies ici, ce qui veut dire que de ce fait-là, il faudrait se réfugier dans la question de l'effectivité. Les questions de l'effectivité, la question du fait accompli, c'est quoi? C'est une question qui transcende le cadre juridique, c'est une question de rapport de force, et là, il faut se poser la question, est-ce qu'un Québec qui souhaite faire une déclaration unilatérale d'indépendance aurait, le cas échéant, ce rapport de force? Franchement, à l'œil comme ça, j'en doute, et c'est pour ça que je privilégie de manière assez évidente le respect du droit interne à ce niveau-là. Et une dernière question avant de lancer la parole à vos collègues. Dans votre livre, vous énoncez les conditions, pas les vôtres, mais les conditions qui devraient s'appliquer selon le droit. Qu'en est-il? Une question claire, une majorité claire, une réouverture de la Constitution canadienne et des négociations de bonne foi. Est-ce qu'en apposant toutes ces conditions, est-ce qu'on n'a pas donné tout le rapport de force à une des 2 parties dans le cas de l'indépendance du Québec? Moi, j'aurais tendance à répondre de façon assez tranchée qu'absolument pas. Et on a un exemple tout récent, environ 1 an et demi, en Écosse. On a posé une question au peuple écossais, savoir est-ce que vous voulez vous séparer, devenir un État souverain, se séparer de la Grande-Bretagne? Et ça a été à travers un processus référendaire qui a été négocié entre Édimbourg et Londres, qui a décidé de ne pas laisser ça après coup, décider ça avant coup. Tous les aspects importants du libellé de la question, du seuil de la majorité, plein d'autres ramifications qui ont trait au processus référendaire, de telle sorte que, suite à la question posée lors du référendum, on avait clairement une réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune des 2 parties qui pouvait revenir en arrière. On s'était entendu au préalable. Ça, dans une large mesure, c'est l'esprit qui a été tiré de la décision de la Cour suprême en 1998 et qui est utilisé à plusieurs reprises depuis 1998 à l'international. Je peux penser aux situations au Monténégro et à l'Écosse plus particulièrement. Je peux ajouter à ça très rapidement. C'est certain qu'à première vue, on peut penser que les conditions sont difficiles, et c'est peut-être pas faux. Cela dit, la sécession en soi est une question qui est difficile. Le processus référendaire qui mènera à l'indépendance du Québec, le cas échéant, est parsemé d'embûches, mais ça, c'est le cas pas seulement au Québec, c'est le cas dans n'importe quel exemple étranger ou à peu près qu'on peut trouver. Et j'aime beaucoup mieux penser que ça se fera dans le cadre du droit interne, d'un droit qui est établi, idéalement de bonne foi, que d'essayer de recourir au droit international, ce qui voudra dire qu'on devra aller chercher l'assentiment d'autres nations. Ça, franchement, c'est beaucoup plus hasardeux, à mon sens, que de respecter les conditions qui ont été soulevées par la Cour suprême. Très bien. Donc, j'ai vu Guillaume Rousseau gribouiller beaucoup lors de vos échanges. Donc, je vous sers un peu parce que ça va être à vous un peu d'écouter, je présume. Là, vous avez parlé pendant au moins 10 minutes. Très bon pour écouter. Et donc, je vais vous lancer la parole, Danick Parenteau, Guillaume Rousseau. On verra qui attrape la balle le premier. Vos collègues ont parlé des conditions qui devraient s'appliquer lors d'un prochain référendum. Négocier de bonne foi, ouvrir la Constitution, s'entendre avec tous les partenaires, question claire, majorité claire. Je vous pose la question, selon vous, est-ce que l'indépendance du Québec est encore possible, considérant toutes ces conditions? Je peux peut-être commencer. Bien, si on les prend, donc, question claire, majorité claire, négociation, je dirais tout à fait. D'ailleurs, pour moi, la question de 95, elle était claire. La majorité de 50 plus 1, ça aurait été tout à fait clair, avec un taux de participation de 93 Et c'était prévu dans l'avant-projet de loi sur la souveraineté qu'il y aurait une négociation. Et ça, d'ailleurs, j'insiste beaucoup là-dessus parce que dans leur livre, nos 2 co-débatteurs d'en face définissent la déclaration unilatérale comme signifiant sans entente préalable. Donc, Québec négocie, avec Ottawa, ça ne fonctionne pas, déclaration unilatérale, ce qui serait, et là, ce serait illégal. Alors que la Cour suprême, clairement, à 5 ou 6 reprises dans son renvoi, dit qu'une déclaration unilatérale, c'est une déclaration sans négociation préalable. Or, il n'y a jamais été question de déclaration d'indépendance sans négociation préalable. Le mouvement souverainiste a toujours dit qu'il y aurait des négociations avec Ottawa avant l'accession comme telle à la souveraineté. Donc, si vous me parlez de ces conditions-là, majorité claire, question claire, négociation, il n'y a aucun problème. Le mouvement souverainiste a toujours été d'accord avec ça. Là où on n'est pas d'accord, et ils n'ont pas insisté là-dessus, il faudra les amener à préciser leur pensée, c'est sur la question de est-ce qu'il y a une formule d'amendement de la Constitution canadienne qui est applicable au cas de la sécession du Québec? Donc, est-ce que, par exemple, je sais que dans leur livre, il est question de l'unanimité, par exemple, donc ça pose la question, est-ce que l'île du Prince-Édouard, donc la moitié plus 1 des députés de l'île du Prince-Édouard, donc 14 députés de l'île du Prince-Édouard représentant à peu près 50 000 électeurs, pourraient-ils bloquer la volonté de 3-4 millions de Québécois qui souhaiteraient l'indépendance, qui voteraient pour le oui? Alors, c'est la question qu'il faut leur poser. Moi, j'y réponds clairement non.
Mais pour les 3 conditions que vous m'avez dit, donc si on exclut la question de la modification à la Constitution canadienne, on s'en tient aux 3 conditions. Le mouvement souverainiste a toujours été d'accord avec ça, donc il n'y a pas de problème. C'est conforme à la loi 99 sur les droits fondamentaux du Québec et tout, donc aucun problème là-dessus. Je peux répondre à ça. En fait, Allez-y. premièrement, là, si la question de 95 est claire, tout va être clair. On parle d'à peu près 44 mots, sauf erreur. Je pense qu'on n'a pas... 6 en Écosse. On n'a pas vraiment d'exemple étranger là, où on va dans ce sens-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il ne faudrait pas oublier, vous dites qu'il n'y a jamais été question de déclaration unilatérale d'indépendance. Au sens de sans négociation préalable. Je ne suis pas Au sûr sens de de ça, sans moi, parce entente que préalable. si vous lisez le livre de Jacques Parizeau, Pour un Québec souverain, il est clairement établi, il a admis noir sur blanc que la stratégie, c'était un oui, évidemment, ça va de soi. Négocier. En cas mais d'échec des négociations, déclaration unilatérale. Le projet de loi est assez clair Ouais, le là-dessus. projet de loi sur la Les, vente. les déclarations de Parizeau par la Le suite, projet de loi, c'est autre chose. là. En cas d'échec de négociation, déclaration unilatérale. Il n'y a Absolument. pas absence de négociation. Il n'y a jamais été question de ça. Je suis pas d'accord. D'accord. Dans un Québec souverain, Parizeau dit clairement que toute la question des négociations, oui, si ça donne. Si ça donne pas, ça donne pas, puis c'est pas plus grave que ça. La déclaration unilatérale pourra se faire, nonobstant la question. Puis ça avait même fait un petit tollé à l'époque, parce que c'était écrit noir sur blanc, parce que Parizeau ne voulait pas d'échec des se négociations. coincer un peu comme le mouvement souverainiste s'était coincé en 1980 avec la question des négociations. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la formule d'amendement. Puis on a déjà eu ce débat-là à l'Université de Sherbrooke. Puis je pense que vous étiez content que je vous admette ce que vous attendiez. Fait que je vais le faire encore devant les j'ai pas caméras entendu, de la moi. télé. À mon sens, puis je ne parlerai pas au nom de Stéphane, mais ça me semble assez évident, effectivement. Puis là, je réponds comme constitutionnaliste, qui n'est pas nécessairement biaisé, ni fédéraliste, ni multiculturaliste ou je ne sais pas quoi. Je réponds tout simplement à la chose suivante, c'est que si vous regardez les formules d'amendement, les articles 41 et suivants de la loi constitutionnelle de 1982, il me semble assez clair que c'est la formule d'unanimité qui doit s'appliquer. Pourquoi? Voilà. Parce qu'on modifie la charge du lieutenant-gouverneur, on va modifier la formule d'amendement en soi, la composition de la Cour suprême. Cela dit, il n'est pas impossible, évidemment, peut-être que je rêve en couleur, mais qu'un jour, on puisse penser trouver une formule d'amendement qui soit propre à la question de l'accession à l'indépendance. Évidemment, je ne pense pas qu'on est rendu là aujourd'hui, mais ce serait peut-être la meilleure des formules. Mais pour qu'on puisse déterminer quelle est la meilleure des formules adaptées dans ce cas-ci, il faudrait encore que la Constitution elle-même prévoie un tel cas, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, c'est une question fort hypothétique, parce qu'on s'en fout un peu de quelle serait la formule qui serait applicable, parce que légalement, en fonction de la Constitution canadienne, il n'est pas prévu qu'une province puisse faire sécession de la Fédération canadienne. Donc, c'est une question fondamentale, parce que dans la plupart des constitutions politiques de la planète sont comme celle-là. L'URSS avait un temps inscrit le droit à l'autodétermination. La 5e République en France a un tel droit d'inscrire dans sa Constitution, mais c'est une exception. L'URSS, c'est le droit à l'autodétermination interne, par contre. Mais ici, donc le cas canadien, la Constitution canadienne ne le prévoit pas. Donc là, à savoir quelle formule s'appliquerait dans ce cas-ci, c'est un débat qui vient après, à mes yeux. Mais la question ici du renvoi de 98, ce qui est intéressant, c'est qu'elle pose des conditions, des limitations à la fois au camp souverainiste, mais au camp fédéraliste. Parce qu'en 95, quand Jean Chrétien laisse sous-entendre que la question n'est pas claire, et la veille du référendum, quelques jours avant, dans son fameux discours à Verdun, où il dit finalement, ça sera un oui, c'est la séparation qui vous attend si vous quittez le pays. Là, on est dans le jeu politique. Ça semblait clair pour Jean Chrétien. Voilà, exactement. Donc, la question n'était pas claire avant, elle le devient la veille parce qu'il sait qu'on perd. Donc là, ça pose des bases mais ça, c'est pour l'évaluation qui est propre à n'importe quel absolument, processus absolument. référendaire. Mais c'est-à-dire qu'ici, foncièrement, la question en est une politique. On a beau vouloir décréter la légalité ou pas, les conditions juridiques de telle émission. Je comprends que la Cour suprême ne puisse pas trancher la question de l'effectivité politique parce qu'elle viendrait qu'à reconnaître le fait accompli, ce qui est incompatible avec l'idée même de droit. Mais en réalité, c'est une question foncièrement politique. Puis dans ce cas-ci, en 95, je pense que les conditions étaient réunies pour qu'elle ait toute effectivité s'il y avait eu un oui favorable. Donc la Cour suprême, si on s'en tient au renvoi de 98, son juge a posteriori, 95 se conforme aux dispositions de 98. Je ne vois pas en quoi que ça La Cour suprême avait sous les yeux la question de 95. Elle n'a pas jugé bon de nous dire qu'elle n'était pas claire. Alors qu'elle aurait très bien pu le faire. J'ai bon de dire le contraire. Exactement. Non, mais là... la question est Moi, j'aimerais, si vous permettez, Boulac, allez-y. revenir sur l'exemple très diabolisant. Imaginons le scénario où la moitié des députés de la plus petite province, mais c'est parce que, avec égard, ça distrait de l'essence même du message envoyé par la Cour suprême du Canada en 1998, c'est-à-dire que ces questions d'autodétermination, de sécession et d'indépendance nous forcent à sortir du cadre constitutionnel du droit
positif. D'où l'importance, et vous connaissez ces principes sous-jacents autant que nous, d'asseoir le débat sur des principes qui vont bien au-delà du droit positif. Alors, quand on concentre la question sur la formule d'amendement, à mon avis, c'est une distraction qui nous emmène en dehors de qu'est-ce qui est l'essence même et qui a fait jurisprudence au Canada et à travers le monde. Donc, la formule d'amendement n'est pas on ne parle jamais du renvoi de 98 à l'international pour des aspects qui ont trait à la formule de modification de la loi constitutionnelle de 1982. Jamais, pas à ma connaissance. Alors, quand on donne ces exemples hypothétiques, c'est bien beau, ça alimente peut-être une trame narrative qui veut diaboliser un des deux côtés, comme on l'a fait d'entrée de jeu en nous libellant comme étant fédéralistes, mais je pense qu'on manque le cœur de notre discours qui est essentiellement juridique et qui est axé sur la décision de 98 et des 5 principes sous-jacents. Mais j'ai envie de vous poser une question, vous allez l'aimer sans doute. Est-ce qu'il n'est pas paradoxal que la Constitution de 1982, que le Québec n'a pas signée, serve de condition pour décider ensuite de l'indépendance du Québec? Oui, juste avant de répondre à cette question-là, je vais juste reculer. Moi, J'ai un droit de réplique. Non, mais j'avais compris le piège de Guillaume. Là, c'est pas la première fois qu'on me le sert et j'ai voulu répondre de manière objective sur la question des formules d'amendement. Je suis d'accord avec mon collègue à l'effet que c'est essentiellement une distraction, mais si on regarde le portrait tel qu'il est en matière de droit positif actuellement, la réponse est ça. À mon sens, j'ajouterais ceci dit la chose suivante, c'est quand la Cour vous parle d'obligation de négocier, elle ne dit pas qui va s'asseoir à la table des négociations. Ça semble assez évident que ce sera à tout le moins d'un côté le fédéral et de l'autre côté, Québec. Est-ce qu'il y aura d'autres participants autres que le fédéral? C'est fort possible. Moi, j'ai comme l'impression que ce qui devrait arriver, ce qui pourrait arriver, en tout cas, c'est que le fédéral soit un peu le mandataire des autres provinces, qu'il soit le seul négociateur, le négociateur en chef, si on peut dire. Donc, les possibilités que tout ça foire, passez-moi l'expression, du fait de l'île du Prince-Édouard, j'en doute. Pour répondre maintenant à Meach, ça a tombé à cause de ça. Un instant. C'est un Meach, fait. C'est du droit positif. Là, évidemment, j'imagine que le débat ici, c'est pas sur Meach, mais quand vous regardez Meach, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un député au Manitoba, seulement un, qui a réussi à faire foirer l'affaire pour une question purement technique, et puis là, par la suite, bon, vous avez toute l'espèce de On peut présumer que ça pourrait être la même chose éventuellement. Même chose arriverait si vous appliquez la formule. Pas dans le cas où vous avez le fédéral qui négocie au nom des autres provinces. Le fédéral négociait au nom du Canada pendant Meach. Je comprends que si c'est l'unanimité, ça va être plus difficile que si c'est le 750. Ça, j'ai compris ça. La seule chose que je veux dire, c'est que ne mettons pas trop d'énergie là-dessus dans l'optique où, un, c'est assez hypothétique à savoir si on va appliquer l'unanimité dans un premier temps. Et deuxièmement, même si c'était le cas, compte tenu des enjeux qui sont pas mal plus importants à mon sens que dans Meach, je suis pas certain, moi, que le fédéral laisserait la même procédure s'appliquer de la même manière qu'il l'a fait dans Meach. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Cour suprême, contrairement en rapport à la question de la majorité de la question claire, dit la chose suivante. Elle dit, vous pouvez revenir me voir à ce moment-là, je vais vous dire quelle sera la formule d'amendement qui sera applicable, laissant aussi ici la porte ouverte au fait que ça puisse être le 750 qui s'applique la formule résiduaire. Mais bon. Parfait, c'est bon. 30 secondes, puis ensuite, on passe à un autre point. Toute leur prémisse, ça a été leur introduction, c'est de dire, nous, on veut concilier démocratie et la règle de droit. C'est leur prémisse, c'est très beau, c'est noble, mais lorsqu'on suit leur logique jusqu'au bout, on arrive, puis ça a été avoué par M. Bérard, pas par M. Boulac, peut-être. Avoué comme si c'était un... Non, mais avoué, je sais pas, peu importe, concédé. C'est l'admission. Mais non, mais c'est ça le problème, Guillaume, c'est que je concède rien. Oui, mais je concède rien. Tu me poses la question comme constitutionnaliste, je te donne ma réponse. Vous donnez l'avis comme quoi qu'à la fin, il y a un droit de veto. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'à la fin, si la formule de l'unanimité s'applique, bien là, il n'y a plus de conciliation entre démocratie et règle de droit. C'est la règle de droit qui l'emporte contre la démocratie. C'est pour ça que vous êtes en contradiction avec vous-même. Guillaume Rousseau, Danick Parenteau, si le Québec peut déclarer son indépendance de manière unilatérale, est-ce que les peuples autochtones peuvent en faire autant une fois que le Québec est devenu souverain? Si on reconnaît aux peuples autochtones le droit à l'autodétermination, ce que le Québec a reconnu, je crois, il n'est pas impossible de penser qu'il pourrait le faire. La question toutefois qui se pose en termes plus géopolitiques, si les peuples autochtones éventuellement aspiraient à l'indépendance, le ferait-il de manière autonome ou le ferait-il parce qu'il serait incité à le faire par la puissance fédérale qui resterait, dans le cas donc d'un Canada départi du Québec? La question est fort légitime parce que c'est effectivement le Canada pourrait avoir avantage dans la thèse
en retravaillant la thèse de la partition du Québec, comme on l'avait entendu en 1995, d'inciter les peuples autochtones du Québec de faire sécession du Québec pour éventuellement redemander leur rattachement à la Fédération canadienne. Donc, si c'est le cas, là, on n'est plus dans le principe de l'autodétermination, là, on est dans le jeu des empires. Bon, on n'est pas là. Donc, la question est légitime. Si le processus est autonome, moi, je ne vois pas pourquoi les Québécois qui aspirent à l'indépendance ne pourraient pas reconnaître un tel droit aux Premières Nations si ce droit-là est exercé de manière autonome et de manière correcte. C'est pas certain, effectivement, que le Canada jouerait cette carte, parce qu'éventuellement, ça pourrait bien sûr favoriser un partitionnement du Québec, mais ce serait un couteau à double tranchant, parce qu'éventuellement, on pourrait imaginer que les Premières Nations du reste du Canada pourraient également réclamer un tel droit elles-mêmes. Donc, c'est pas certain que le fédéral jouerait cette carte qui serait assez dangereuse. Mais fondamentalement, oui, si le Québec a le droit à l'indépendance, sur la base du fait qu'il est un peuple, une nation, je ne vois pas pourquoi que les 11 nations du Québec, Première Nation, ici, n'aura pas le droit je vais expliquer pourquoi. Ce qui est bien, c'est que pour répondre à cette question-là, on peut se baser sur un avis juridique par 5 experts qui avaient été mandatés, des experts neutres. Donc, c'est pas comme la Cour suprême qui, évidemment, avait été nommée par le fédéral, qui n'était pas un tiers neutre. C'était qui les experts? C'était des experts neutres qui avaient été nommés par la Commission Bélanger-Campeau, donc par un gouvernement libéral dans une cadre d'une démarche non partisane. Donc, 5 experts se sont prononcés. Les libéraux n'étaient pas partisans. Et leur réponse est très claire. C'est-à-dire que la question de la volonté possible des Autochtones de faire sécession se pose dans le Québec-province, dans le Canada, elle se pose dans le Québec souverain, donc elle se pose indépendamment de la question de la souveraineté. C'est-à-dire que dans le cadre de la Fédération canadienne, le Québec est protégé, son intégrité territoriale est protégée par la loi 99, par la Constitution canadienne. Dans le cadre d'un Québec souverain, l'intégrité territoriale du Québec est protégée par le droit international. Donc, il n'y a pas comme il y a un principe d'intégrité territoriale dont vous avez parlé tantôt. C'est absolument pas applicable. Donc, il n'y a pas de période de transition où là, soudainement, on est dans une zone de non-droit, où là, les Autochtones peuvent sortir du Québec. Avant l'indépendance, le droit constitutionnel canadien protège l'intégrité territoriale. Après l'indépendance, c'est le droit international. Et d'ailleurs, il y a un principe qui fait que lorsqu'un État fédéré devient indépendant, il part avec l'ensemble de son territoire. Et ce principe-là est clairement applicable. Mais Guillaume, la question qui est posée, c'est pas savoir s'il pourrait disposer de ce droit au moment où précisément le Québec quitte le giron fédéral, mais bien indépendamment, à savoir si les peuples autochtones ont le droit ou pas, indépendamment du statut du Québec à ce moment-là, qu'il soit une province ou un État indépendant. Donc, moi, c'est pour ça que je réponds à la question de cette façon-là. Là, je reprends le point de Danick, c'est-à-dire que le principe de l'intégrité territoriale, c'est essentiellement applicable dans les relations interétatiques. C'est-à-dire qu'une puissance étrangère ne pourrait pas intervenir, favoriser un processus de sécession. Donc, autrement dit, le Québec vote pour le oui, on négocie, le fédéral ne veut rien savoir. La France ne pourrait pas intervenir militairement pour encourager la souveraineté du Québec. Ce serait contraire au principe de l'intégrité territoriale du Canada. Mais le Québec n'a pas besoin de la France pour ça. Par contre, les Autochtones, eux, ils auraient manifestement, ils n'ont pas d'État, ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire l'indépendance. Donc, ils auraient besoin de l'appui du fédéral, du Canada, mais ça constituerait une ingérence dans les affaires d'un Québec souverain et dès lors, ça porterait atteinte au principe de l'intégrité territoriale. Alors, c'est pour ça, donc ça n'a rien à voir parce que le Québec est un État fédéré. Le Québec est un État qui chercherait à devenir souverain. Les Autochtones au Québec n'ont pas d'État. Donc, le Québec n'est pas une fédération de municipalités de réserve indienne. Donc, ça n'a absolument rien à voir comme question en tout respect. Bon. Alors, on va les prendre en tour de rôle. Premièrement, la question d'un parrainage fédéral à l'égard des peuples autochtones du Québec, la question est peut-être légitime, mais elle est foncièrement paternaliste. Je ne pense pas que personne qui représente ces peuples-là a d'entrée de jeu, à tout le moins, ce scénario en tête. Je crois que c'est la réification d'un préjugé très défavorable à l'égard de nos peuples autochtones au Québec et au Canada. Vous n'êtes pas le seul à aborder, à avoir un a priori de la sorte. Et je trouve ça très dommage que, finalement, on prend essentiellement les peuples autochtones comme des participants qui seraient pas capables de décider eux-mêmes et qui seraient nécessairement du côté du maintien du lien avec la Fédération canadienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Rousseau insiste sur un principe qui a un nom, utiposidetis juris, c'est-à-dire le maintien du statu quo territorial dans l'éventualité de l'accession à la souveraineté. Or, deux choses à dire à cet égard. La première, c'est que c'est un principe de droit international qui a été développé dans un cadre essentiellement de décolonisation. L'Amérique hispanique, d'une part, 19e siècle, pardon, dans les années 1800,
et plus tard le continent africain. Toujours appliqué de plein droit dans un contexte de décolonisation. On a des experts, dont mon ancien collègue José Verling, qui a fait des études détaillées qui démontrent justement que ce principe n'est pas d'application obligatoire dans l'hypothèse de l'accession du Québec à la pleine souveraineté internationale. Ce serait un principe qui serait pertinent, mais pas d'application obligatoire. Ça veut dire essentiellement que votre propos, essentiellement, qui celui des 5 experts, autour... Non, mais José Verling, essentiellement, a mené la réflexion plus loin que les 5 experts qui n'ont pas eu à se prononcer sur cette hypothèse précisément. Et José a abordé cette hypothèse pour dire essentiellement que c'est pas ça mon propos, c'est pas non pertinent, mais c'est pas d'application obligatoire. Alors, pour rattacher ça à la question en lien avec les Autochtones, je ne vois pas de quelle façon est-ce qu'on peut suggérer que si le Canada est divisible, que le territoire de la province du Québec n'est pas divisible. S'il y a des revendications légitimes au droit à l'autodétermination externe, sécession des peuples autochtones. Il faut comprendre les principes pour qu'est-ce qu'ils nous disent, pas en exagérer la portée ou la force obligatoire dans les circonstances pertinentes du Québec. Rapidement, Frédéric Bérard ne s'est pas exprimé encore. Je rajouterais juste, Danick, le Québec n'a jamais reconnu le droit à l'autodétermination externe des Autochtones. Il a reconnu le droit à l'autodétermination interne. La nuance est d'ailleurs, vous vous rappelez, Pierre-Carl Pellado à l'automne a patiné là-dessus parce qu'il dit « Oui, je suis pas contre l'idée », puis s'est fait rabrouer. Ça n'a pas été long. d'être clarifié, cette question. Moi, je pense que oui. Et vous savez quoi? J'étais parfaitement d'accord avec Pellado là-dessus. Ouais. Et je pense que l'idée doit être discutée plus en profondeur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout ça, là, ce débat-là démontre quoi? Démontre que si on respecte le droit interne tel que discuté par la Cour suprême, droit, démocratie, ainsi de suite, le processus discuté à la question 1, on vient d'évacuer tout le reste du débat, à mon avis, pour le mieux. Je m'explique. La Cour suprême dit que les Autochtones devront faire l'objet des négociations. L'obligation de négocier entre le fédéral et Québec devra inclure la question du territoire québécois ainsi que la question autochtone, qui va nécessairement de soi. Si on est capable de régler ça à l'interne, on vient là de régler un sacré gros problème. Parce qu'au contraire, si on dit on utilise la déclaration unilatérale d'indépendance, Québec fait sécession et tant pis, puis on se réfugie derrière le droit international, ça ouvre la porte au fait que les Autochtones vont tenter de faire exactement la même chose. Et là, ça va être bien difficile, à moins d'être d'une iniquité totale, de leur refuser un droit, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination externe, qu'on revendique nous-mêmes. Et si jamais ce droit-là à l'autodétermination externe n'était pas appliqué, de dire, nous, par l'effectivité, on fait la sécession du Québec, les Autochtones, s'ils veulent la faire, la sécession autochtone de telle ou telle nation, basée sur l'effectivité, je ne vois pas en quoi ils pourront se l'avoir refusé, surtout qu'ils auront probablement l'appui à ce moment-là du gouvernement fédéral. Pourquoi? Parce qu'on déplace le débat vers un rapport de force. Et tout ça, encore une fois, pour terminer, m'indique que la sagesse de la décision de la Cour par rapport à la question 1 est ultra pertinente. C'est régler ça avec des négociations qui sont intelligentes de bonne foi, et de ce fait-là, vous évacuez toute la question du droit international, et ça, c'est mieux pour tout le monde. Il faut comprendre que le Québec négocie avec les Autochtones. Le Québec accommode les Autochtones. Convention de la baie James, signée par l'écrit, non pas comme la Constitution canadienne qui n'a pas été signée par le Québec. La paix des Braves, signée. Donc, le Québec négocie. Il accommode. Donc, le droit à l'autodétermination interne, c'est compliqué, mais il faut accommoder, il faut négocier. Le Québec le fait de bonne foi avec les Autochtones, ce que le fédéral ne fait pas avec le Québec. Ce qui fait donc une violation du droit à l'autodétermination interne du Québec qui lui donne ouverture au droit à l'autodétermination externe du Québec. C'est la thèse de Daniel Turp, de plusieurs autres, que ne partage pas M. Beaulac, qui fait une interprétation plus stricte du droit à l'autodétermination. Mais quand on en fait une interprétation un petit peu plus large, c'est vraiment à ce résultat-là qu'on arrive. Donc, le Québec, parce que son droit à l'autodétermination interne, avec le rapatriement unilatéral de la Constitution, a été violé, ça lui donne droit à l'autodétermination au niveau externe, alors que les Autochtones, tant qu'on négocie, tant qu'on est de bonne foi, puis c'est difficile, puis c'est pas évident, mais on l'a fait avec la paix des Braves, on l'a fait avec la Convention des James, on continue de le faire. Tant que le Québec sera responsable avec les Autochtones comme il l'est, il n'y aura pas ce droit à l'autodétermination externe. En 95, excuse-moi Guillaume, mais en 95, avant le référendum, il y avait 14 % des cris qui s'étaient exprimés à l'effet suivant « Nous souhaitons demeurer dans le Canada ». Qu'est-ce que vous faites avec ça? On les accommode dans le cadre d'un droit à l'autodétermination interne. Non, mais ils n'en veulent pas de ton droit à l'autodétermination interne dans le cadre québécois. Ils veulent demeurer dans le cadre canadien. C'est une question simple, une majorité. C'est simple comme tout. Une dernière réplique là-dessus. C'est simple comme tout. En droit canadien, la divisibilité du Canada était admise
à certaines conditions, par la Cour suprême, même par la loi sur la clarté, à certaines conditions, il y a divisibilité du possible du Canada, c'est admis. Au Québec, c'est refusé, la loi 99 est claire, il ne peut pas y avoir de divisibilité. C'est du droit positif, c'est une loi de l'Assemblée nationale, c'est très sérieux. Moi, je trouve qu'une loi de l'Assemblée nationale, c'est sérieux. Si vous ne trouvez pas sérieux, on est sur une autre planète, mais... On est sur une autre planète. C'est ça l'état du droit. Le droit canadien permet la divisibilité du territoire canadien, le droit québécois ne permet pas la divisibilité du territoire québécois. C'est l'état du droit. C'est pas mon opinion. En matière de droit international, c'est une chose. En matière de droit international, canadien, je vous ai dit ce qu'il en était vous du êtes droit beaucoup international. mieux de rester dans le cadre de la règle de droit interne. Mais c'est celle du Québec qui dit l'intégrité du territoire québécois. Voilà la règle interne. C'est le beurre, l'argent du beurre, puis on sait quoi de la fermière. Si vous permettez, M. Lamy, on a oublié une question tantôt dans l'ardeur de nos discussions que vous avez posées relativement à l'absence de la signature. Puis ça m'a fait penser, parce qu'évidemment, on aime saupoudrer ça allègrement pour essayer de diaboliser encore les positions de part et d'autre. Là. Mais là, si vous me permettez, messieurs, la question vaut bien évidemment, puis je le souligne, à grands traits, toujours la peine d'être abordée. Pourquoi? Pour, d'une part, et j'espère que je ne surprendrai personne, être d'accord avec vous que c'est un événement qui est très négatif, qu'on doit absolument souligner, mais c'est une partie de l'histoire. On doit, comme j'ai essayé de le faire à quelques reprises par rapport à d'autres aspects de cette problématique de la souveraineté du Québec, on doit faire la part des choses. Et je m'explique. La Constitution de 1982 est fort importante parce qu'on y inclut principalement deux choses, la formule de modification d'une part et la Charte canadienne des droits et libertés qui est arrivée quelques 5-6 ans après la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui vont les deux essentiellement dans le même sens. Mais 1982 est seulement un des deux principaux documents fondateurs de l'ordre constitutionnel du pays. Alors, quand on met toute l'attention sur l'absence de l'accord du Québec en 1982, ça jette tout un pan d'ombre sur le fait que Québec, depuis 1867, fait partie du cadre constitutionnel canadien, est une partie intégrante de l'ordre constitutionnel canadien, d'une part. Et à ça doit par ailleurs s'ajouter, quand il est question du droit constitutionnel, que ces deux documents fondateurs de 1867 et de 1982 sont seulement, si je le mets en termes à vue de nez, là, de pourcentage, pas plus que 40, peut-être 45 à mon humble avis, moins de la moitié de notre droit constitutionnel au pays. Alors, pour revenir à cet argument, puis ça, je pense que mes collègues juristes ne pourront pas être en désaccord avec moi. Quand on met toute l'attention sur l'absence de signature du Québec à la loi constitutionnelle de 1982, on occulte tout le reste. Alors, certes, s'il y a un élément qui manque de légitimité, c'est la participation de Québec dans cet instrument, depuis 1982, fondateur, mais c'est peut-être en termes de pourcentage, la moitié de 45 On est à moins de 25 de ce que le droit constitutionnel canadien représente. Dans le meilleur des mondes, Québec aurait signé, aurait revenu dans le giron constitutionnel canadien à travers Meach ou à travers Charlottetown. C'est qu'est-ce que je souhaiterais ardemment. Mais ce n'est pas dans l'air du temps, on s'entend. Mais de toujours insister, même affaire avec l'exemple de l'île du Prince-Édouard, sur qu'est-ce qui est relativement mineur, ça détourne l'attention de qu'est-ce qui est l'essence de notre livre et de la problématique de l'ordre constitutionnel canadien. Moi, en bon républicain, mon problème avec 82, c'est pas qu'on ne l'a pas signé, la Constitution. C'est qu'on n'a jamais été consulté, le peuple québécois n'a jamais été consulté pour la rédaction. Puis le peuple québécois ou le peuple canadien lui-même n'apparaît même pas dans l'ordre constitutionnel canadien. On s'entend bien que le document écrit est un élément d'un ensemble constitutionnel. Ça, c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais il faut le souligner. Non, mais c'est parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est quand même le fondement même, là. L'acte même de fondation de la Fédération canadienne. Un des fondements. Non. En 1982, quand on procède au repatriement de la Constitution, on aurait pu à ce moment-là asseoir le document, l'ordre constitutionnel, sur de meilleures bases plus démocratiques. Parce que j'entends bien le cri, l'appel à la sauvegarde de la démocratie dans l'autre livre, je fais référence à l'autre essai, un peu plus ici, mais la dernière fois, tu te rappelles dans l'État de droit. Bon, j'en reviens à cet élément-là parce que toi et moi, on a à cœur de préserver une tradition démocratique au Canada ou au Québec. Ça, j'en suis. Mais si on a ça, à ce moment-là, bien, je pense qu'on ne veut pas négliger le fait qu'il ne s'agit que la moitié d'une question de 40 d'un ensemble. C'est le fondement même. L'ordre constitutionnel canadien. Non, mais attendez, l'ordre. Un de plusieurs. À cause de 82, depuis qu'on a procédé au rapatriement de la Constitution, on aurait pu à ce moment-là profiter de l'occasion pour asseoir cela sur des bases plus démocratiques. On ne l'a pas fait, puis en plus,
les représentants du Québec n'ont pas ratifié cet ordre-là, qui a été négocié, là. On connaît tout l'épisode, en catimini comme ça. Et je pense que sur lorsqu'on vient qu'à procéder à l'établissement d'une fédération comme celle-là, parce qu'en 82, on a refondé le Canada sur une nouvelle base. En quoi ça manque de légitimité? Ça a été négocié par des représentants dûment élus par le peuple. La démocratie, c'est pas mince comme ça. La démocratie, ça peut être indirect. Le principe du gouvernement responsable, monsieur, est-ce que c'est pas un principe fondamental qui est essentiellement démocratique, le principe du gouvernement responsable? Bien sûr, c'est un élément l'exécutif, nous, on le sait, on n'est pas de pouvoir exécutif, on n'a pas de président comme aux États-Unis. La légitimité démocratique de notre exécutif, de tout ce qui est décidé par nos gouvernements à Ottawa puis dans les provinces, bien, ça vient indirectement du Parlement, de l'Assemblée nationale. Et c'est ces gens-là qui sont élus. Est-ce que vous insinuez que tout ce qui se fait par le Parlement, parce que c'est pas entériné par référendum, que ça manque de légitimité? Soyons sérieux. Dans l'exercice du pouvoir au quotidien, la démocratie représentative qui est la nôtre fonctionne très bien. Il n'y a personne qui remet ça en cause, y compris. Mais pour un moment fondateur, là, il y a un vice. Comment on a procédé? Ça, c'est indéniable qu'il y a un vice fondamental. Dans l'exercice de la gouverne par la suite, il n'y a pas de problème. Mais de suggérer que ça a zéro légitimité démocratique, c'est une exagération, mais monumentale. Stéphane Boulac, dans votre livre, vous parlez du renvoi de 1998, mais vous parlez aussi des deux réponses politiques à ce renvoi. C'est la loi sur la clarté et c'est la loi 99. Et dans votre livre, vous êtes déçu de ces deux lois. La loi sur la clarté, qui est beaucoup associée par ailleurs à Stéphane Dion, reprend dans son ensemble presque intégralement les enseignements de la Cour suprême du Canada dans son renvoi de 1998. Ce sur quoi on exprime en conclusion dans le bouquin un bémol, une réserve, c'est par rapport à une seule disposition qui porte très précisément sur la détermination du seuil de majorité pour obtenir une réponse affirmative dans le cadre d'un référendum. Je m'explique. La loi sur la clarté suggère un droit de regard. Pas nécessairement un droit de veto, j'aime mieux appeler un droit de regard du fédéral sur le pourcentage requis pour obtenir une réponse affirmative à une question référendaire qui pourrait éventuellement enclencher l'obligation de négocier et mener à l'indépendance. Cet aspect très précisément de la loi sur la clarté, on a des problèmes. Pourquoi? Parce que, à notre avis, ça mine beaucoup, au niveau politique, la légitimité d'une participation du fédéral si c'est déterminé après coup. Parce qu'essentiellement, on prône beaucoup ça. On a insisté énormément sur l'exemple de l'Écosse. On croit beaucoup à la négociation du principe référendaire ex ante, c'est-à-dire préalablement à un référendum. Alors que de se garder un droit de regard après coup pour dire, bien, finalement, ça ne sera pas 50 %, ça va être 50 % plus une participation de 50 % des électeurs inscrits ou une majorité qualifiée, une super majorité de 15. Exactement. Ça, à notre avis, c'est problématique. C'est bien dommage parce que ça mine l'ensemble de la loi sur la clarté, qui n'est pas méchante du tout, qui est vraiment la confirmation par voie législative de beaucoup des enseignements judiciaires de la Cour suprême en 98. Maintenant, pour... La majorité des critiques, en fait, sur la loi sur la clarté, portait justement là-dessus, sur la question de la majorité. Sur le reste, on n'a entendu à peu près rien. La Cour dit que ce sera aux acteurs politiques de déterminer la question claire de la majorité claire. Je pense qu'elle visait à inclure ici le fédéral. Donc là-dessus, sur la base même, c'est pas un problème. Mais sur la question de la majorité, puis Stéphane Dion se défend de ça en disant, oui, mais ça serait irresponsable pour nous d'établir un seuil à l'avance parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir par la suite des recomptages et ensuite des contestations judiciaires. Non, ça tient Cet pas la argument-là, puis je ne peux pas parler au nom de Stéphane, non, mais tu peux. pour moi, qui me semble, et on l'écrit d'ailleurs, là, me semble parfaitement déraisonnable, pour ne pas dire autre chose. Pourquoi? Il est déraisonnable, puis il est illogique aussi en soi, parce qu'il n'y aura jamais de contestation judiciaire si on ne sait pas c'est quoi le seuil à atteindre. Joe Hicks va aller en cause supérieure, va dire hey, nous, on pense qu'on a atteint, on ne sait pas trop encore. Donc, je veux dire, c'est complètement. Cette affaire-là, moi, à mon sens, ça tient juste pas la route, ni en droit, ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue moral. Par rapport à la loi 99, ça, moi, je suis encore plus sévère que sur... peut-être pas plus, mais pas moins, en tout cas. Rappelons-nous qu'en 98, quand la décision est sortie, les ténors souverainistes, les Parizeau, les
Bouchard et compagnie ont fait tout un party qui disait que Dion était un arroseur arrosé, puis l'obligation de négocier, là, c'était la nouvelle panacée en droit constitutionnel canadien, c'était la plus belle invention depuis le pain tranché. Et puis là, tout à coup, oups, on a la loi 99 qui est adoptée, qui, dans son préambule, reconnaît l'importance politique du jugement de la décision de la Cour suprême. C'est quand même assez phénoménal là, de reconnaître une importance purement politique d'une décision judiciaire du plus haut tribunal, de un. De deux, un volte-face totalement. De deux, on laisse sous-entendre que Québec a un droit à l'autodétermination externe, alors que la Cour vous dit clairement que, un, ce n'est pas le cas, que même l'amicus curiae, qui ne représentait pas le gouvernement du Québec, mais qui était quand même indépendantiste, et j'imagine qu'il l'a encore, André Jolicoeur, avait plaidé le fait que le droit à l'autodétermination externe ne pouvait pas s'appliquer au peuple québécois. Pourquoi? Bien, parce qu'on ne rencontre pas, une des trois conditions. Ça, c'est sa position, c'est pas celle du c'est pas celle du gouvernement du Québec, mais si. OK, ben faisons le truc ensemble. Ouais. Est-ce que le Québec est un État colonial? Est-ce qu'on est colonisé? Bon, parfait. Ouais. Est-ce que le Québec est opprimé par une force étrangère? Non. Bon. Est-ce que le Québec est discriminé systématiquement au sein d'institutions fédérales? Non. 1, 2, 3, 0 en 3. Ouais, il y a viol de son droit à l'autodétermination interne de par le rapatriement. Bon, ça, c'est une thèse. Mais même si on n'avait pas ces questions-là, la question fondamentale, c'est que, bien sûr, dans le droit international, on reconnaît la légitimité pour certains peuples d'accéder à l'indépendance, d'exercer le droit à l'autodétermination externe dans des conditions bien précises. Mais ces conditions-là sont imposées par qui? Sont décrétées par qui? Pourquoi par les acteurs internationaux. Mais évidemment, on s'entend bien, les États souverains sont solidaires entre eux. Je te pose la question. Donc, quel acteur international de poids serait d'avis que Québec rencontre une des trois conditions dont on vient de soulever? Aucun. Ben, c'est ça. Mais attendez, la question fondamentale, c'est est-ce qu'on a besoin de ces trois conditions? Un peuple qui un peuple qui n'est pas opprimé. Oui. Mais attendez, un peuple qui n'est pas opprimé n'aurait pas le droit à son indépendance. C'est ça que vous dites en droit international. Non, mais la question, c'est ça. Non, mais en droit international, le droit à l'autodétermination externe, ça s'appelle le droit à la sécession. Remède à quoi? Remède à la discrimination. Mais s'il n'y a pas de discrimination après ça, on n'a pas ce droit. Si tu n'as pas ce droit-là, tu peux faire l'indépendance par le processus d'effectivité, qui n'est pas un processus qui n'est pas un processus légal, et c'est une question de rapport de force. Puis là, s'il y a quelqu'un qui est capable de me défendre l'idée que le Québec, dans un cadre comme celui-là, aurait le rapport de force, je serais curieux. En 95, on obtient 55 %. Il y avait effectivité, c'est parce qu'après un an de négociation, on déclare l'indépendance. On ne respectait pas les trois conditions pour l'exercice du droit externe. Pourtant, il y avait effectivement, d'autant plus que si, par exemple, une puissance coloniale reconnaissait, puissance mondiale, c'est possible. Mais moi, la question de la thèse plaidée par Maître Jolicoeur, moi, j'avais été le Québec, je ne serais pas allé dans cette voie-là. Parce que, visiblement, il est évident que le Québec n'est pas un peuple opprimé. Mais est-ce que, pour autant, il n'a pas le droit à l'indépendance? Il l'a, bien sûr. toujours la même chose. Ça vient toujours la même chose, c'est que le droit international, ici, est très peu utile. On est beaucoup mieux de passer. L'Écosse a fait exactement la même chose. C'est basé sur le droit interne. Donc, si je complète avec la loi 99... Mais le droit interne canadien n'est pas plus utile. C'est ce que je vais rajouter, moi. Ah non, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Là, si on va aussi loin que ça, c'est qu'on met tout le droit de côté. Si on dit ni le droit international, ni le droit interne... C'est politique. Alors, mais l'obligation de négocier... c'est pas politique, mais ce n'est pas uniquement politique. Maintenant, j'aimerais revenir sur cet argument, puis là, je vais être entièrement d'accord que c'est vrai que l'international peut être pertinent et donnerait raison à l'argument que vous avez soulevé, parce qu'on a le bénéfice de la décision de la Cour internationale de justice dans le renvoi à l'avis juridique sur le Kosovo en 2010, qui est venu préciser, finalement, compléter les réponses de notre Cour suprême en 1998 en disant la chose suivante, que le Kosovo, et le Kosovo qui était à feu et à sang, il faut quand même le souligner, qui sortait d'une guerre civile de sécession très difficile, et la Cour internationale de justice est venue dire la chose suivante, qu'il n'y avait rien en droit international qui interdit de procéder à la déclaration unilatérale d'indépendance. Alors là, le vocabulaire est excessivement important. Quand vous dites qu'en droit international, il n'y a rien qui empêche l'exercice d'un droit à l'autodétermination, là, je m'objecte. Parce que la Cour internationale de justice est venue essentiellement se réfugier derrière l'absence de prohibition pour répondre à la question qui lui était posée, étant entendu que, sous texte, les conditions très restrictives pour un droit de sécession-remède n'étaient pas remplies dans les circonstances du Kosovo. Alors, c'est là que, quand on fait
on glisse en disant autodétermination, droit à l'autodétermination. Je m'excuse, le droit international ne reconnaît pas de droit à l'autodétermination. Il n'a même pas reconnu pour le Kosovo, qui était dans une situation... Il n'y a pas de prohibition. Mais là, dans ce temps-là, ça veut dire essentiellement quoi? Que Québec doit vivre des épisodes aussi traumatisants qu'une guerre civile similaire au Kosovo pour éventuellement pouvoir se revendiquer d'un droit à l'autodétermination. Moi, je dis absolument pas. Il faut absolument garder le discours autour du droit et le droit interne constitutionnel canadien donne beaucoup de réponses pour nous aider à gérer le tout. Le plus important dans cet avis-là, c'est pas moi qui le dis, entre autres, votre collègue André Lajoie l'a dit très clairement, le plus important dans l'avis sur l'indépendance du Kosovo, c'est que la Cour de justice internationale n'utilise pas le droit serbe. Donc, elle ne réfère pas au droit de l'État prédécesseur. C'est pas du tout considéré pertinent. Donc, c'est ce qui fait dire André Lajoie et à d'autres que dans le cas de l'accession du Québec à l'indépendance, le droit canadien, c'est pas ça qui est pertinent. C'est complètement mis de côté dans la Cour de justice internationale. C'est exactement l'argument de votre collègue André Lajoie. Donc, mais c'est pas parce que c'est notre collègue qu'on est obligé de mais voilà, donc c'est quand même... Est-ce que tu veux qu'on te donne des avis de tes collègues de Sherbrooke? C'est une éminente collègue, donc vous avez droit à votre opinion, elle a droit à la sienne, mais c'est quand même pas rien. Donc, ce qu'elle en dit, dit... André, oui, non, je vous enverrai le lien. Ce qu'elle dit, c'est que le droit serbe n'est pas pertinent pour les fins d'une décision. C'est une cour internationale, pour les fins de comme si on dit... mais la Cour suprême, c'est pas ça. La Cour suprême, dans la vie de 98, dit si vous voulez la reconnaissance internationale, si vous voulez être légal internationalement, vous devez être légal en droit constitutionnel canadien. Et québécois. Et la vie... Et québécois. Mais canadien, en l'espèce. Non, mais il fait partie du Canada, le Québec. Ça fait partie du droit constitutionnel québécois. Non, c'est une fausse dichotomie, mais est-ce que vous acceptez? Il n'y a pas de droit constitutionnel québécois qu'on oppose au droit constitutionnel canadien. Québec faisant partie du Canada, le droit constitutionnel canadien inclut le Québec. C'est vraiment très clair dans la vie. Le droit serbe n'est pas considéré pertinent eu égard à la légalité internationale de l'indépendance du Kosovo, s'il vous plaît. Et ce qui fait dire André Lajoie et à d'autres, et c'est logique que le droit constitutionnel canadien n'est pas pertinent eu égard à l'accession du Québec à l'indépendance en droit international. C'est aussi clair que ça. Et ça, c'était différent à l'époque. À l'époque de la Cour suprême, donc avant l'avis sur le Kosovo, c'était pertinent. Donc la Cour suprême nous dit, pour être légal internationalement, vous devez être légal en droit constitutionnel canadien. Donc respecter majorité claire. C'est très clair dans la renvoi. Et ça, c'est les plus à jour. C'est deux questions distinctes. C'est les plus à jour de vue. Je vais vous sortir, si vous voulez, les passages où... Question 1, question 2. Droit interne, donc, droit international. Donc, ça change tout. J'ai compris ce que vous vouliez dire, puis je sais que vous êtes très en désaccord, Stéphane Boulac, mais Danick Parenteau. Je vais juste revenir sur la question du droit, le supposé droit à l'autodétermination du Québec, le droit à l'externe. Sécession. Moi, de sécession, dans ce cas-ci, carrément, moi, j'ai pas l'impression que la question se pose uniquement en droit. C'est un aspect de la question. Mais quand j'insiste en disant que c'est politique, c'est que bien sûr, un Québec qui veut aspirer à une reconnaissance internationale, tous les États qui accèdent à l'indépendance ne le seront vont accéder effectivement à l'indépendance dans la mesure où ils seront reconnus. Donc, dans la recherche de cette reconnaissance-là, il faudra bien sûr avoir respecté certains grands principes qui se rattachent à certaines traditions de droit, certains droits internationaux ou droits internes, peu importe. Mais c'est uniquement politique. Moi, je ne crois pas que les peuples ont un droit à l'autodétermination, parce que ça laisse sous-entendre qu'ils ne pourraient l'exercer que dans un cadre juridique, le cadre international, qui lui-même est extrêmement limitatif dans l'exercice de ce droit. Moi, je ne crois pas que les peuples n'ont pas attendu l'inscription du droit à l'autodétermination externe dans le droit international pour exercer leur indépendance ou leur pouvoir à devenir souverain. Non, ça serait de l'anachronisme. C'est l'anachronisme. Non, évidemment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, le droit international vient encadrer ici, mais entendons, le droit international est décrété par les États souverains eux-mêmes, qui ont tout avantage à maintenir l'intégrité territoriale, leur intégrité territoriale. Les États sont des clubs sélects, donc ils sont solidaires les uns à l'égard des autres. Non, mais si tu as raison, c'est un club sélect qui crée les règles. Tu dis Québec devrait donc procéder par l'effectivité, et là, on y va avec le rapport de force. Qui a le rapport de force? Est-ce que c'est le Canada qui fait partie du club sélect ou c'est le Québec? Ben non, mais attendez, là, c'est le Québec qui a la France de son côté. Non, le Québec a la France de son côté, ouais, on en parle à Sarkozy. Non, mais attendez, non. Si le processus est bien mené sur le plan démocratique, à une question claire. Éventuellement, on espère même une négociation, comme les Écossais ont montré la voie. Ça, je suis parfaitement d'accord. À ce moment-là, je vois mal comment la communauté internationale ne reconnaîtrait pas à ce moment-là l'indépendance. Tu n'as même pas besoin de passer. Parce que là, la question, si je la comprends, c'est celle-là. Tu n'as même pas besoin de passer à ce moment-là par le droit international parce que ton droit interne inclut tout. Puis ce que dit la Cour suprême là-dessus, puis c'est vrai que c'est nuancé par l'avis sur le Kosovo, elle dit la question de l'effectivité
on ne peut pas se prononcer là-dessus. Pourquoi? Ben, c'est parce que ce n'est pas une question juridique. En soi, c'est une On question de sort du droit. faisabilité. Absolument. Et elle dit, si on viole l'obligation de négocier, ben, si le fédéral viole l'obligation de négocier, à ce moment-là, ça sera peut-être plus facile pour le Québec, mais là, elle arrête là parce qu'on tombe dans l'hypothèse, évidemment. Plus dans l'hypothèse. Cela D'accord. dit, dans le cadre du Kosovo, ce qu'on a précisé, et puis c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est à se demander si la Cour internationale ne vient pas donner raison à l'amicus curiae à cet effet-là. Elle dit, quand même que vous n'avez pas un droit comme tel, vous pourrez, on peux quand pourra même le faire. reconnaître. Oui, exactement. Mais encore là, tu joues un jeu dangereux parce que le Kosovo avait les États-Unis de son côté. Ben oui, évidemment. Ah ouais, ici, dans le cadre du Québec, même la France est loin d'être claire. Fait qu'il va rester Hey, qui? j'ai pas dit que c'est facile. Dans le cas du Kosovo, on s'entend. On voulait partitionner un État ostracisé qui était la Serbie. Ben, tout à fait. Donc, la communauté internationale n'avait aucun problème là-dedans. Tout le monde avait la Russie puis son droit de veto. Sauf la Russie. Non, mais sauf la Pardon, Russie qui soutenait... plusieurs pays slaves. Mais il y avait à peu près... mais le droit de veto n'a rien à voir C'est ici, pas... là. Non, mais dans ce cas-ci... La reconnaissance, elle est La déclarative, reconnaissance, elle n'est pas elle ne tient pas du constitutive, Conseil de sécurité. Donc, à ce moment-là, c'est Non, mais c'est purement pour politique. dire que la Russie Mais a quand même un poids important. Oui, sur elle a la un poids, mais dans ce c'est pas cas-ci... rien. Dans ce T'as pas la cas-ci... Russie de ton côté, c'est pas On un est d'accord, détail. mais la Russie n'a pas réussi ici à empêcher le processus. Son jeu politique, sa force politique n'a pas été suffisante pour empêcher l'effectivité ici réelle du Kosovo qui a accédé à l'indépendance. Donc moi, la question aussi, je ne crois pas qu'effectivement le Québec puisse accéder à l'indépendance en respectant un supposé droit à l'autodétermination externe. Parce que si on s'en tient à cela, d'abord, on rattache ça au droit canadien. En droit interne canadien, le Québec n'a pas le droit à l'indépendance, c'est assez clair. La Constitution canadienne ne le prévoit pas. il y a le droit. Non, mais il y a le droit. elle ne le prévoit pas. le droit de chercher. Sauf si... Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de lien entre le droit interne et le droit international. Ce que vous dit la Cour suprême, c'est qu'en droit international, le Québec n'a pas le droit de faire sécession unilatérale. En droit interne, il n'y a pas le droit de faire sécession unilatérale. Par contre, s'il y a une question claire, une réponse claire, une majorité claire et une question claire, de ce fait-là, on engendre l'obligation de négocier. Et le droit interne, c'est un code complet. Il s'auto-suffit pour régler la question exactement comme l'Angleterre et l'Écosse ont tenté de faire. La réponse à la loi 99, ce qu'elle dit, c'est que c'est pas au gouvernement canadien de décréter les conditions pour que le Québec puisse exercer son indépendance. Non, mais la réponse, la loi 99 elle est mal formulée, comme tu l'as bien souligné, mais toutefois, ce qu'elle veut dire fondamentalement, ce n'est pas aux élus d'Ottawa de déterminer les conditions par lesquelles le Québec pourra exercer son indépendance. C'est ce qu'elle devait dire, c'est ce qu'elle voudrait dire. Je suis d'accord, mais la décision de la Cour suprême, c'est pas un buffet chinois, un buffet écossais, là, peu importe. Pourquoi? Parce que la Cour suprême vous dit clairement que ce sera aux acteurs politiques de déterminer de la question et de la majoritaire. Les acteurs politiques, ce ne sont pas uniquement, à mon avis, malheureusement, peut-être l'Assemblée nationale, auquel cas la Cour suprême aurait simplement dit Assemblée nationale, le gouvernement du Québec. Ça serait pas seulement le peuple québécois qui pourrait déterminer Si on se base sur la décision... Si c'est l'autodétermination... Attends, un instant. Si on se base sur la décision de la Cour suprême, moi, la seule chose que je dis, c'est comme souverainiste, on ne peut pas prendre ce qui nous plaît puis laisser tomber ce qui ne nous plaît pas. Ce n'est pas un buffet. Alors, si on prend le plat principal dans son ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, il y a une obligation de négocier pour le fédéral et les autres provinces, mais par contre, ça implique que dans la question claire et de la majorité claire, ce sera aux acteurs politiques, sous-entendu, une autre institution que l'Assemblée nationale qui pourra déterminer ce qui en sera à ce niveau-là. Donc, si on pousse le bouchon jusqu'au bout et pas juste à moitié chemin, ça... Mais c'est pas un buffet chinois. Moi, si je pense que le Québec doit avoir une question claire, une majorité claire puis l'obligation de négocier, c'est pas parce que la Cour suprême me l'a dit. Non, mais là, c'est autre chose. On parle du renvoi. Faut le faire. Donc, si vous vouliez écrire sur un sujet consensuel, Oui. ben, c'est raté, mais ça, vous le savez déjà. Ça, on avait une petite idée déjà. Voilà. Toujours un plaisir. Voilà. Bien gentil. Frédéric, un excellent co-débatteur et futur collègue. Lui, il est embauché dans une fac de droit. Ça va de soi. Merci.